Merci, merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, d'emblée, je vais saluer le ministre, la députée d'Argenteuil qui vient de s'adresser à nous. Je salue également les autres députés de la banquette ministérielle qui ont participé aux échanges, mais ma collègue, la députée de Notre-Dame-de-Grâce, j'ai toujours de la misère, qui a assisté aux travaux avec moi tout le long là, des consultations particulières. Et évidemment, je salue et je remercie tous les groupes qui sont venus nous parler. Ils ont été nombreux, hein, on a entendu 22 groupes. Il y en a beaucoup, Monsieur le Président, qui auraient aimé être avec nous, mais qui malheureusement, l'horaire n'a pas permis. Je pense qu'on aurait pu faire une journée supplémentaire pour accueillir tous ces groupes-là. Moi, j'aurais aimé personnellement entendre l'Association des biologistes parce qu'il y a des changements quand même importants qui sont apportés aux attestations environnementales, notamment où on dit que les biologistes ne seraient plus les seuls à pouvoir les faire. Donc, j'aurais aimé pouvoir les entendre. Ils ont demandé de l'aide, mais ça n'a pas été accepté. L'Association québécoise pour l'évaluation d'impact aussi aurait été très pertinente parce qu'il y a toute une section qui parle des évaluations d'impact et la Fédération des travailleurs du Québec nous a fait parvenir aussi une missive à l'effet qu'ils ont demandé de participer, mais que ça leur a été refusé. Je souligne également qu'il y a des groupes qu'on a forcés à présenter un seul point de vue. Ça, c'est particulier. Il y avait 3 groupes qui étaient dans la construction automobile, les constructeurs automobiles, l'Association canadienne, l'association, je ne veux pas me tromper dans les noms, les constructeurs mondiaux, constructeurs mondiaux d'automobiles du Canada, l'Association canadienne des constructeurs de véhicules et la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec ont été forcés de présenter un seul point de vue et un seul mémoire. C'est particulier. Ce n'était pas à leur demande. Ça leur a été imposé par je ne sais qui du côté du ministère. J'ai trouvé ça très spécial et vous comprendrez que des concessionnaires et des constructeurs automobiles n'ont pas nécessairement les mêmes préoccupations et les mêmes réalités. Donc, ça aurait été intéressant, de les entendre séparément, mais de au moins leur permettre de faire des mémoires séparées. Une approche, en fait que je trouve particulière. Il y a eu 50 mémoires qui ont été déposées, puis on continue à en recevoir. Là, il y en avait encore aujourd'hui qui rentraient. Donc ça témoigne de l'importance de ce projet de loi, Monsieur le Président. La collègue, la députée d'Argenteuil a parlé, elle l'a mentionné, c'est un omnibus municipal. Donc, on touche à beaucoup de lois, on modifie beaucoup de choses. En fait, on modifie 13 lois dans cette loi ici, le projet de loi 81, et un règlement qui est modifié. Je ne partage pas le même enthousiasme que la députée d'Argenteuil, loin de là. Les avancées qu'elle souligne, on ne les voit pas du même œil du tout. Et d'ailleurs, les groupes sont venus nous dire aussi qu'ils avaient énormément de préoccupations. Alors, je vous le dis d'emblée, Monsieur le Président, nous n'allons pas voter pour le principe du projet de loi. Nous allons voter contre. Mais pas parce qu'on est contre l'environnement. Ça c'est important de le dire, parce que c'est tout à fait le contraire. Le projet de loi y amène beaucoup de recul. Il y a beaucoup d'éléments qui sont inquiétants. Évidemment, on va proposer énormément d'amendements pour essayer de le corriger, mais tel qu'il est présenté, on ne peut pas appuyer le principe même du projet de loi. Et il y a énormément de problèmes qui sont créés ou qui pourraient créer la façon que le projet de loi est proposé. De façon générale, et ça va dans l'ensemble des projets de loi depuis quelques années avec la coalition Avenir Québec, bien, on utilise beaucoup les règlements et malheureusement, on connaît très rarement les intentions réglementaires. Et on le sait, les règlements, adopter un règlement, ça ne se fait pas de la même façon qu'adopter une loi. Il n'y a pas de consultation où les gens peuvent échanger, où les gens peuvent entendre les points de vue de tous. C'est beaucoup moins ouvert, donc même si c'est ouvert à tous, mais dans les faits, dans les consultations pour un règlement,
on ne voit pas les commentaires des autres, il n'y a pas ces échanges-là, et les parlementaires, surtout, ne font pas partie du processus. Alors ça, on le dénonce depuis quelques années, je le dénonce, ça fait un peu plus de 2 ans, M. le Président, que je suis élu, et je le dénonce à chaque fois parce que on le voit, c'est une tendance. Maintenant, je vais parler du projet de loi et pour ceux qui attendent, je vais faire mon heure au complet. Alors, sachez que je vais être ici jusqu'à la fin. Donc je vais commencer par bloc. Là, je vais y aller. La députée précédente a mentionné qu'il y avait différents blocs et je vais y aller bloc par bloc pour dire tous les enjeux qu'on peut voir avec ces éléments-là. Premièrement, le premier bloc, et c'est d'ailleurs les premiers articles qui seront discutés lors de l'étude du projet de loi, bien, c'est toute la section qui touche les véhicules lourds. Les véhicules lourds, bon, on peut penser que ça semble être une bonne idée là, de dire que les véhicules lourds devraient avoir une norme zéro émission. Mais on a vu que c'était loin de la coupe aux lèvres, de la façon, en tout cas, que le marché actuellement existe et que ça, en fait, ça pourrait même avoir des enjeux financiers importants pour le Québec et pour les entreprises qui pourraient faire face à ces normes-là. Pour nous, ça semble précipité. La technologie ne semble pas du tout mature avec les nombreux échanges qu'on a eus. Et malgré la démonstration là, de Mobilité électrique Canada qui était devant le Parlement hier, actuellement, pour certains usages, on est loin d'être prêt pour une électrification. Et l'infrastructure de recharge est complètement inexistante. La députée d'Argenteuil a parlé que ce serait, on serait précurseur. On peut le voir comme ça, mais d'autres nous ont plutôt parlé d'un risque d'isolement réglementaire. Et avec tout ce qui se passe au sud de la frontière, ça peut être inquiétant pour des entreprises qui n'opèrent pas qu'ici. Ils opèrent dans un marché nord-américain. Les camions circulent et donc c'est un écosystème. Et si ça n'avance pas au sud de la frontière, mais ça va avoir des impacts chez nous. On est un petit marché. Et là, on ne parle pas du Canada, là, on parle du Québec. Le Québec, c'est encore plus petit, n'est-ce pas? Et c'est minime à comparer de ce qui est au sud. Alors, on a un enjeu. Et pour que ça puisse fonctionner, puis comme ça s'est fait d'ailleurs pour les véhicules légers, ça prendrait des subventions. Il y en avait d'ailleurs pour amener des camions électriques, mais ça a été coupé en septembre 2024 sans préavis. Et ça, tous les groupes nous ont dit que ça a affecté beaucoup la confiance des entrepreneurs envers le programme lui-même parce qu'on ne saura jamais dans le futur si ça peut arriver comme ça à nouveau. Dans le cas des subventions pour les véhicules électriques légers, on nous a avisé. Ça va diminuer dans quelques mois, dans l'année prochaine, ça va diminuer encore davantage. Dans un mois, on va arrêter on avait un préavis, mais dans le cas des co-camionnages, ça a été coupé le 6 septembre, c'est fini, that's it, that's all. Et ça a vraiment ébranlé la confiance. Et je reviens sur les subventions. Le différentiel, puis je vais vous en parler, là, je vais aller dans les mémoires, mais le différentiel de coût entre un véhicule régulier, par exemple au diesel, on parle d'un camion lourd, avec un camion électrique, c'est gigantesque. Dans certains cas, on parle de 500 000 $ de différence. On ne peut pas penser, avec la situation financière du Québec actuellement, avec le déficit record que la CAQ a créé, on ne peut pas penser qu'on pourrait soutenir des subventions à 500 000 $ par camion. Ça n'a aucun bon sens. Et les groupes nous disent qu'il faut mettre notre argent autrement. Il y a moyen de réduire les émissions de gaz à effet de serre autrement, mais le projet de loi donne que 2 options, électrification ou hydrogène. Et même l'hydrogène, je vais vous en parler, ça semble loin d'être prêt. Donc ici, l'enjeu, c'est qu'on dicte plutôt les moyens. On dicte les moyens au lieu de dicter l'objectif. Qu'est-ce qu'on souhaite? On souhaite réduire les GES. Alors,
visons un objectif de réduction du GES plutôt que de dire comment on va y arriver. Et à ce sujet, là, le gouvernement a pris exactement la même approche que pour les véhicules légers, mais on est dans un autre contexte. Et tout le monde nous dit qu'il va falloir ouvrir aux carburants alternatifs dans le cas des véhicules très lourds, par exemple les classes 7, les classes 8, ou des camions, par exemple, des bennes à ordures qui transportent quand même beaucoup de poids et qui font des longues distances parfois, surtout en région, mais même en ville. Et donc, le marché n'est pas adapté à ça. Par contre, pour ce qui est des petites camionnettes, livraison, courte distance, là, il n'y a pas d'enjeu. Le marché existe et effectivement, il pourrait y avoir une norme qui pourrait se déployer. On avait, hier, il y en avait des petites vannes de livraison qui étaient présentes et là, on parle d'autonomie plus raisonnable, définitivement. Alors, moi, je vais vous parler, là, je vais commencer, M. le Président, à rentrer dans des mémoires et le premier, c'est justement celui des trois groupes qui ont dû présenter un seul mémoire. Et donc, les constructeurs mondiaux, notamment, bien, on nous dit dans leur mémoire qu'il est essentiel que le Québec maintienne une cohérence de ses normes avec l'ensemble des juridictions nord-américaines afin de préserver la compétitivité et la vitalité économique du Québec. Parce que, comme je le disais, on n'est pas dans un marché unique. En fait, on est un marché, tout est imbriqué. On en a beaucoup entendu parler dans les derniers jours du fait que toutes nos chaînes d'approvisionnement sont connectées avec les États-Unis. Et ce qu'on nous dit, c'est que si l'interdiction, ou si l'obligation finalement de vendre un véhicule ici, si l'obligation que ça soit un véhicule électrique arrivait ici, bien, les entreprises vont les acheter en Ontario, vont les acheter au sud de la frontière, les camions, où là, il n'y en aura pas de telles mesures. Et il va y avoir un enjeu pour les entreprises qui vont opérer ici, qui vont faire face à un fardeau financier beaucoup plus important et donc réduire leur compétitivité par rapport à leurs voisins. Donc vraiment, là, je comprends, le ministre nous a dit que c'est un pouvoir habilitant, mais quand on se donne le pouvoir habilitant, ça veut dire qu'à tout moment, il y a cette épée Damoclès-là, qu'à tout moment, le règlement pourrait sortir et à tout moment, on pourrait avoir cette norme. Et le marché n'est pas prêt, c'est prématuré. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu des échanges avec ce groupe qui nous disait que le cycle de développement des produits là, dans l'industrie, là, c'est 5 ans. Fait que s'il arrive aujourd'hui, là, on a cette épée Damoclès-là, mais déjà, les groupes vont se poser la question, est-ce qu'on développe des produits pour le Québec? Est-ce que ça vaut la peine? Parce que peut-être que les normes qui vont imposer on ne sera pas capable de les respecter dans 5 ans. Donc il y a un risque et on nous dit, à chaque fois qu'il y a une incertitude, d'ailleurs, je pense que c'est le premier ministre hier que j'ai entendu parler, l'incertitude, il dit c'est un poison pour l'économie. Bien, c'est le cas aussi pour l'industrie automobile avec des normes changeantes et qui seraient uniques au monde, ou presque. Donc, en tout cas, unique en Amérique, certainement. Puis, quand on compare avec la Californie, mais il faut quand même réaliser on est loin de la Californie et on est loin d'avoir le même marché. Mais même la Californie ne va pas aussi loin que ce que, présentement, on semble voir avec ce projet de loi-là. D'ailleurs, le CETEC, j'aimerais vous dire, je cherche leur nom complet parce que je ne veux pas. Le Conseil des entreprises en technologie environnementale du Québec nous a mentionné que, comme je vous disais, 500 000 $ de différence entre un véhicule au diesel à un électrique dans certaines catégories. Mais l'autre élément qu'il nous mentionnait, c'est les recharges. Les recharges sont vraiment plus importantes parce qu'il y a des processus automatisés et robotisés qui sont énergivores dans les camions. On voit ça souvent. C'est particulier, c'est des choses qu'on ne voit pas dans nos véhicules légers. Et donc, on a ça dans ces camions-là. Et donc, ça implique une autonomie encore plus grande. Mais quand on parle d'autonomie, bien, qu'est-ce qu'on parle? On parle aussi de batterie. Plus de batterie, plus d'autonomie. Puis, comme les camions sont très lourds, bien, ça demande beaucoup de batteries. Mais le problème, c'est que ces batteries-là,
ils sont lourds, Monsieur le Président. On a beau dire la technologie avance, mais ils sont lourds. Et en hiver, au printemps en particulier, on a des interdictions au Québec de circuler au-delà d'un certain poids. Et donc, le CETEC nous fait peur qu'il pourrait y avoir un enjeu pour des entreprises qui pourraient ne pas circuler avec une charge, c'est-à-dire avec leur chargement dans ces périodes-là, compte tenu du poids. Et donc là, on ajoute encore plus de difficultés pour nos entreprises en leur disant, ben non, vous allez circuler, puis vous ferez 2 fois le voyage. On s'entend que c'est pas une option. Alors, c'est pour ça que plusieurs nous ont demandé de regarder d'autres éléments. D'ailleurs, ils nous disent, le Conseil patronal environnement du Québec nous dit, on ne peut pas juste regarder les émissions de GES à la combustion. Il faut regarder sur l'ensemble du cycle de vie du véhicule. Et ça semble pas être le cas dans, disons, la vision que le ministère a sur l'électrification des transports pour les véhicules lourds. On ne semble pas prendre ça en considération, alors que dans les faits, il existe des options qui permettraient de réduire les gaz à effet de serre sans nécessairement impliquer une production beaucoup plus imposante et changer complètement de technologie et créer une infrastructure de recharge qui n'existe pas. Parce qu'on ne peut pas charger, ce qu'on a compris, là, des gros camions, ça ne peut pas charger sur une borne de recharge du circuit électrique. Là. Ça ne fonctionnerait pas. Ça prend des bornes dédiées qui n'existent pas présentement. C'est inexistant. S'il y en a, c'est seulement en entreprise. Une entreprise qui aurait acheté un camion, elle aurait cette borne-là. Mais ce qu'on nous disait aussi, c'est la capacité énergétique, Monsieur le Président, qu'un poste de recharge aurait besoin pour alimenter quelques bornes à peine, c'est l'équivalent d'une petite ville. Là, on nous dit qu'on manque d'électricité, qu'on va être à risque, qu'il faut produire plus davantage. Puis là, on nous dit, juste pour faire circuler des camions, alors que d'autres technologies existent, bien là, on dirigerait ce genre d'énergie-là dans des régions où déjà il y a des fois des manques. Disons, on entend que dans certaines régions, l'électricité, c'est pas facile. Ça coupe souvent, par exemple. C'est peut-être pas le meilleur usage de notre électricité. Donc, on nous dit, le Conseil patronal nous parle qu'il faut absolument identifier les meilleures options disponibles pour permettre une réduction rapide des émissions qui émanent du véhicule lourd. Ils nous disent, pour certains types de gaz naturels renouvelables, les émissions évitées peuvent être plus importantes que les émissions générées. Et donc, le résultat peut être net négatif. On parle notamment du GNR issu du fumier animal. C'est pas rien. Et ça, ce que ça a comme avantage, c'est que ça n'implique pas de modifier, outre mesure, les véhicules existants. Parce que ça, c'est une réalité. Hein. Si on passe à l'électrique, bien, il faut faire quelque chose avec la technologie antérieure. Donc ça, c'est un avantage, les carburants alternatifs. Et il va falloir que le projet de loi change pour le permettre, parce qu'actuellement, ce n'est pas le cas. L'Association du camionnage du Québec, eux, nous ont parlé. Et là, je regarde le temps, je me dis, j'arriverai jamais à parler de tous les sujets, Monsieur le Président, que je voulais vous parler. J'en ai 8 et je suis juste dans le premier. Donc, ça vous donne une idée. Alors, je vais être vraiment là jusqu'au bout. Donc, je reviens à l'Association du camionnage du Québec. C'était fort intéressant. Il nous faisait réaliser que c'est pas comme les véhicules légers. Hein? Il n'y a pas juste on change de véhicule. Dans leur cas, il faut penser qu'il faut changer le programme de formation, les heures de conduite. Est-ce qu'elles vont inclure les temps de recharge? Il faut parler de la masse totale parce que les chauffeurs ont des catégories de permis de conduire en fonction de la masse totale. Mais est-ce que cette masse va inclure les batteries ou vont-ils transporter moins? Et il y a une incertitude ici. Ils doivent faire une inspection mécanique, des rondes de sécurité. Ça fait partie de leur responsabilité. Mais là, ils se disent, est-ce qu'il va falloir vérifier les batteries? On n'est pas formé pour ça. Ils se demandent comment ils se demandent aussi, puis je trouve ça intéressant, pourquoi on met autant d'énergie là-dessus, pourquoi on veut faire ça, alors que le contrôle, écoutez ça, là, c'est écrit dans leur mémoire, le contrôle actuel des émissions
des camions diesel n'est même pas vérifié lors de l'inspection mécanique annuelle obligatoire des véhicules lourds. Donc, on veut jouer à la vertu, mais commençons donc par appliquer nos propres lois et s'assurer donc que les normes de diesel, au moins les émissions de diesel sont respectées. Peut-être qu'on gagnerait, on serait gagnant déjà là en faisant quelque chose comme juste une simple vérification. Ils nous soulignent que l'infrastructure de recharge est inexistante et eux le vivent parce que certains entrepreneurs en ont. Aussi, bien, ils nous ont parlé du coût qui était pour eux. Là, ils arrivent avec des chiffres différents. Ils nous disent que c'est 2 à 3 fois le coût d'un camion diesel. Tout à l'heure, je parlais d'un différentiel de 500 000 à 1 million. Bien, eux nous disent que c'est 2 à 3 fois le coût. Bref, c'est pas mal plus cher. Mais ce qui était étonnant, c'est que l'analyse d'impact réglementaire préparée par le ministère, lui, parle d'un surcoût seulement de l'ordre de 100 000 $. Et c'est loin, loin, loin de la réalité. Juste pour un tracteur de semi-remorque, c'est 300 000 $. Donc, l'analyse d'impact réglementaire a sous-estimé les coûts de façon importante, et ça, il y a plus qu'un groupe qui nous l'a dit. Et il nous souligne ici que les transporteurs pourraient facilement acheter des véhicules neufs, diesel neufs, dans les autres provinces ou aux États-Unis. Donc, on n'aidera pas nos entreprises en allant dans une norme comme ça sans faire une vraie analyse, une analyse sérieuse qui n'a pas été faite jusqu'à maintenant. Je vous parlais de Mobilité électrique Canada. Eux, bien, ils pensent que le marché est là. Ils nous parlent de l'avancement dans les batteries. Ils nous disent, bien, d'ici quelques années, effectivement, il y a des nouvelles batteries qui vont permettre de diminuer le poids. Ils nous mentionnent différentes technologies, mais quand je regarde les différents types de batteries, puisqu'il y en a beaucoup qu'ils nous proposent, bien, dans les faits, les plus intéressantes, on parle de 2030. Ça, c'est un scénario très optimiste. Est-ce que dans les camionnettes, la technologie est déjà là? Définitivement, mais dans le camion lourd, attendre à 2030, bien, on est en 2025, Monsieur le Président. Encore une fois, c'est précipité pour les camions, vrais camions lourds. Attendons. C'est pas le bon moment d'adopter ça et de créer cette épée Damoclès-là. Propulsion Québec aussi. Eux nous disent qu'il y a de la technologie, mais surtout, ce qui est important, je vais vous le lire, c'est qu'ils disent « Il est impératif que la norme soit accompagnée de mesures complémentaires qui permettront aussi de stimuler la demande. » Ils disent « Le maintien et le prolongement des programmes incitatifs financiers gouvernementaux sont essentiels. » Je suis d'accord avec eux, mais peut-on se le payer? C'est ça le problème. Comme je disais, il existe des alternatives. Alors, pensons-y. Ils nous font la remarque. Propulsion Québec connaît quand même beaucoup le marché de l'électrique. Et même eux nous disent, les classes 7 et 8, non, les usages sur de longues distances, bien, pour l'instant, là, on n'est pas là. On n'est pas là. Malgré tout leur enthousiasme, ils conviennent qu'on n'en est pas là pour ça. Et maintenant, je vais vous parler brièvement de l'hydrogène, parce que ça faisait partie, je vous disais, c'était électrique ou hydrogène. Mais ça ne va pas vraiment bien non plus dans l'hydrogène. Non seulement les camions sont encore plus chers que les camions électriques, non seulement les infrastructures de recharge sont inexistantes aussi, pour ce qui est des camions, bien en plus, parce que les seuls qui existent actuellement, c'est pour des véhicules légers, puis il y en a genre une station au Québec. Mais en plus, les producteurs, ceux qui sont en train de faire ou qui ont tenté de faire des camions hydrogène, ils font faillite, Monsieur le Président. Il y en a plusieurs. Puis ça, c'est le regroupement des organismes environnementaux en énergie. Monsieur Finet, Jean-Pierre Finet, dans son mémoire, nous a parlé de Eisen, qui avait d'importantes difficultés financières, le fabricant allemand Cantron, qui a fait faillite, Nikola Motors, qui va arrêter incessamment, là, au début 2025, ses opérations. Et ça va pas bien. Puis quand on regarde ce qui s'est passé avec Lion électrique dans les camions, dans les autobus, ça allait bien, mais dans les camions, on se rend compte qu'on doit être prudent. On doit être prudent, puis il existe d'autres alternatives que j'invite vraiment le ministre à les considérer, puis on proposera des amendements en ce sens-là. Je passe maintenant
au bloc 2, mais vous me permettrez de boire un peu d'eau. Et là, comme je vous dis, je n'ai aucune idée comment je vais faire pour faire tous mes blocs dans le temps qui me reste. Alors, le projet de loi, et la députée d'Argenteuil en a parlé, modifie la procédure d'évaluation environnementale. Et il y a plusieurs éléments. En fait, on dit qu'on veut simplifier, mais tous les groupes nous ont dit que c'est plutôt le contraire qui arrive. Soit on accélère certaines choses puis on crée d'autres problèmes, soit ce n'est pas un vrai allègement. Et ça, je vais vous parler. Là, il y a vraiment beaucoup de monde qui sont venus nous parler de cette portion-là du projet de loi. Dans tous les cas, on ne corrige pas les bonnes choses puis on crée d'autres problèmes. Les travaux préalables, par exemple, on veut permettre que des travaux préalables puissent être faits avant qu'une analyse soit faite. On a vu l'exemple de Nordvolt et beaucoup de groupes nous ont dit à ne pas refaire. Le ministre a dit non, ce n'est pas pour Nordvolt, inquiétez-vous pas, c'est pour Hydro-Québec ou des ministères. Soit. Mais même Hydro-Québec, il y a des questionnements à avoir. Dans tous les cas, Hydro-Québec nous a dit ce serait surtout pour des postes, par exemple, des travaux pour faire des postes de distribution. OK, mais les postes de distribution ne sont pas toujours sans enjeu. Et je vous donnerai l'exemple du poste qui est au centre-ville de Montréal, en face de la grande bibliothèque. Il génère beaucoup d'opposition. Alors, ce n'est pas nécessairement tous les postes qu'on souhaiterait que les travaux se fassent avant même qu'une analyse environnementale soit faite. Donc, ça, c'est un enjeu. Et le BAP lui-même nous en a parlé. Le BAP a fourni un mémoire et il nous a dit, je vais vous lire, que ça pourrait permettre au gouvernement de soustraire certaines composantes d'un projet à la procédure régulière, éventuellement un examen du BAP. Lors de ses activités d'information et de consultation sur le projet, le BAP risque de se retrouver dans une situation délicate devant un public qui remettrait en cause la légitimité de ses actions, alors que certains travaux sont déjà en cours de réalisation. Cela pourrait affecter non seulement la crédibilité des processus d'information et de consultation publique, mais également celle de la procédure dans son ensemble. On veut des conditions gagnantes, et on l'a vu avec Nordvolt à quel point, si on n'a pas l'acceptabilité sociale, quand on essaie de passer outre nos règles, finalement, on ne gagne pas de temps parce que les gens se braquent. Il y a moyen d'accélérer nos processus, et c'est ça qu'on devrait faire, accélérer nos processus, faire plus vite les choses, mais les faire dans l'ordre. Et ça ne veut pas dire de commencer des travaux et ensuite de faire une analyse et ensuite de consulter. Mais oui, on peut faire plus vite. Mais le projet de loi ne propose pas ça. Il ne propose pas d'accélérer l'analyse. Ce qu'il propose, c'est finalement de faire les choses à l'envers. Pour ça, dans certains cas. Et l'autre élément, j'ai eu une rencontre tout à l'heure avec le Centre québécois du droit à l'environnement qui nous a soulevé qu'il y a aussi un processus possible dans la loi, puis on va le fouiller davantage, de cession. Et là, il faut se poser la question, est-ce que là, à ce moment-là, un ministère pourrait faire des travaux préalables et ensuite céder les autorisations environnementales à une entreprise privée? C'est inquiétant, surtout qu'hier, dans le projet de loi 87, on a discuté d'un pouvoir que le ministre de l'Économie, le ministère de l'Économie souhaite avoir et qu'il obtiendra visiblement, qui est de pouvoir acheter des terrains partout au Québec. Avant, c'était nécessaire de passer par le ministère des Transports et avoir un décret. Et là, ça pourrait être n'importe où. Donc là, le ministère de l'Économie, qu'on sait qui souhaite accélérer des projets, pourrait finalement acquérir un terrain, faire des travaux préalables, puisqu'il y aurait cette disposition-là ici, et par la suite céder à une entreprise, parce que ça fait partie du pouvoir qui se donne dans le projet de loi 87. Alors, tout est imbriqué, M. le Président, mais on va poser beaucoup de questions, vous comprendrez, et c'est inquiétant. Il y a un avis d'intention aussi qui est proposé. On l'a présenté là, comme la dernière merveille du monde pour aller plus vite, mais je vais vous lire ce que la Fédération des chambres de commerce du Québec en pense. Ils nous disent « Le remplacement de l'actuel avis de projet par un nouvel avis d'intention, bien, cela
À première vue, cela pouvait ressembler davantage à un déplacement du fardeau réglementaire plutôt qu'à un allègement. Quand je vous dis qu'on n'allège rien, on fait juste transférer, déplacer, faire avant, faire après. Et on nous dit, bien, que dans les faits, là, parce que là, on parle, l'objectif d'allègement réglementaire, c'est pas supposé d'améliorer les statistiques de durée d'analyse d'un projet par un ministère, mais plutôt de réellement réduire le fardeau imposé aux entreprises. Mais dans l'impact d'analyse réglementaire, on constate que le but visé de ce changement-là, c'est finalement de réduire la durée de la statistique du ministère pour ses analyses. Mais on n'aide pas les entrepreneurs à faire plus vite réellement. Donc, ce qu'ils nous demandent, c'est, ils nous demandent d'ailleurs d'avoir le choix, de faire un ou l'autre, mais que ce ne soit pas imposé par le ministère, puis ça sera partie probablement des amendements qu'on déposera. Il y a aussi un autre élément qui est inquiétant dans le projet de loi, et c'est le Conseil du patronat du Québec qui nous en a parlé. On nous dit qu'il y a une trop grande discrétion au ministre d'abord. Puis là, après ça, on nous dit qu'il serait possible que la procédure soit terminée à tout moment si les délais ne sont pas respectés, les délais de réponse du promoteur. Donc, on donne un certain délai au promoteur, puis s'il ne respecte pas ces délais-là, là, le ministère pourrait mettre fin à l'évaluation. Mais les promoteurs qui embarquent dans ce genre de procédure-là, ça leur coûte des centaines de milliers de dollars pour faire les études qu'on leur demande. D'ailleurs, et puis là, je dis promoteur, mais ça peut être une municipalité. La ville de Varennes nous a parlé d'un montant, il était rendu, si je ne me trompe pas, à 6 millions de dollars pour des analyses pour faire un projet de stabilisation de berge. C'est peut-être 3 millions, là, je ne veux pas l'exagérer, mais mettons entre 3 et 6 millions. C'est beaucoup, beaucoup d'argent pour juste des analyses. Alors, tout promoteur, que ce soit un privé ou une ville, d'avoir cette épée dans le Damoclès-là, qu'à tout moment, s'il ne respecte pas le délai exactement de répondre, il pourrait perdre son droit et ne plus pouvoir poursuivre, c'est inquiétant. Le ministre nous a dit non, mais ça, c'est juste dans les cas où ça s'éterniserait, mais la réalité, la façon que c'est écrit, c'est que ça pourrait être arrêté à tout moment. Donc, ce que les groupes nous ont demandé, c'est plutôt de faire en sorte qu'on puisse prolonger les délais dans les cas, parce qu'il peut y avoir des cas où ce n'était pas possible de répondre dans les délais. Et le ministère lui-même n'est pas disons, un élève modèle à ce niveau-là. Il respecte rarement les délais qu'il se donne. Et ça, les groupes nous l'ont dit. Et il y a une grande disparité d'une région à l'autre. Donc, Monsieur le Président, j'avance un peu plus vite. Je suis rendue à mon bloc 3. Non, pas tout. Attendez. Excusez-moi, il y a des petites notes que je voudrais juste vous dire. Il y a un élément qui a été mentionné par différents groupes, je ne sais pas dans un mémoire précis, mais on se rend compte que, dans le fond, on demande plus de documents aux promoteurs en début d'analyse qu'avant. Donc là, avec une incertitude, des fois, les projets, on ne sait pas trop, est-ce qu'il va vraiment se rendre? Des fois, on commence, on explore une idée, mais là, on demande aux promoteurs d'avoir beaucoup plus de documents prêts dès le début. Donc ça, c'est un fardeau supplémentaire qui va faire en sorte qu'on risque d'avoir moins de projets qui vont s'initier, mais moins de possibilités qu'ils aboutissent aussi. C'est un fardeau plus grand, financier, parce que ça coûte très cher. Et souvent, bien, il faut commencer un peu à avancer avant d'avoir tout le financement. Donc là, ça va fermer la porte à des petits joueurs. Ça va faire en sorte que c'est surtout les gros joueurs qui ont les reins solides déjà, mais le Québec, c'est fait avec des petits joueurs qui sont devenus gros. Mais comment on peut leur permettre de rentrer si on les bloque à l'entrée avec des fardeaux réglementaires, financiers, administratifs comme ça? Donc ici, il y a vraiment un gros bémol. Et puis c'est ça, avant, bien, c'était possible d'avancer dans les projets, mais là, il va falloir tout analyser sans avoir l'assurance même qu'il y aurait, le goût, l'autorisation du projet. Et ça nous a été même soulevé, comme je vous disais, par la Ville de Varennes. Ils disaient, là, on avance, on nous demande des affaires, puis on n'est pas sûr.
que ça va même avancer. Alors, avant, il y avait une étape où on déposait un certain nombre de documents, puis si ce n'est pas recevable tout de suite, bien, n'engageons pas davantage d'énergie et d'argent là-dedans, mais là, on demande non, présentez tout au début, puis après, on vous dira si oui ou non. Donc, c'est vraiment, en tout cas, il y a quelque chose qui ne marche pas de ce niveau-là, puis on va questionner beaucoup le ministre là-dessus. Mon bloc 3, là, c'est vrai. Il y a le projet de loi arrive avec un nouvel outil qui s'appelle l'analyse d'évaluation environnementale sectorielle ou régionale. Pour la plupart des groupes, nous ont dit, bon, c'est correct, c'est pas, on peut s'en servir, c'est volontaire, donc je ne sais pas si ça va être vraiment utile. Il y en a qui nous ont demandé si ça devrait être obligatoire. OK. Mais ce qui était intéressant, c'était en fait justement le groupe que je vous disais que j'aurais bien aimé entendre, l'Association québécoise pour l'évaluation d'impact. Ils nous ont dit, bien, c'est parce qu'il y a déjà un outil similaire qui existe. Ça s'appelle l'évaluation environnementale stratégique. Et là, je vais vous en parler, M. le Président, parce que celle-là, elle a été créée en 2017. Okay, elle a été adoptée à l'Assemblée nationale en 2017. L'évaluation environnementale stratégique. Il y a eu un projet de règlement qui a circulé. Le ministère a rédigé un guide d'application, mais le gouvernement n'a toujours pas adopté le décret gouvernemental requis pour rendre applicable la procédure d'évaluation environnementale stratégique. Alors, c'est un peu étrange parce que c'est disponible. Et là, bien, on a créé une autre chose qui s'appelle évaluation environnementale sectorielle ou régionale. Mais quand on lit les descriptifs, ça fait à peu près la même chose. Il y avait peut-être des petits bémols avec le premier, mais le deuxième ne semble pas les corriger. Alors, c'est un peu... Excusez-moi, c'est comme si on semblait vouloir réinventer une roue qui avait déjà été inventée pour la nommer autrement. Mais alors qu'on avait déjà quelque chose. Puis là, les groupes étaient vraiment confus. D'ailleurs, il y en a plusieurs qui disaient, mais c'est quoi la différence entre les deux? Puis quand on lit, bien, c'est sensiblement la même chose, une décision éclairée à l'égard de grandes orientations, vision d'ensemble, démarche analytique, participative. C'est une manière globale, évaluation globale. C'est à peu près la même chose. Fait que, je ne suis pas contre, on n'est pas contre cet outil-là, mais on se demande si c'est vraiment utile. Aurait-on pu utiliser ce qui existait déjà plutôt que de confondre tout le monde, surtout qu'un guide d'utilisation avait été fait, un guide d'application, mais comme je vous dis, le décret n'a jamais été voté, passé plutôt. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas. Là, il y a un autre élément qui a causé, là j'arrive au bloc 4, qui a causé... Donc, qu'il y a eu peut-être certains débats, puis on a vraiment des visions opposées sur celui-ci là, de différents groupes. C'est le concept de conciliabilité de la réglementation provinciale et municipale. Ce que c'est, en gros, c'est que depuis plus de 50 ans, les villes demandent à ce que la réglementation municipale puisse exister, alors que dans les faits actuellement, la réglementation provinciale a préséance lorsqu'on parle d'environnement. Donc, à chaque fois que le gouvernement du Québec adopte une loi en environnement, si le municipal a une réglementation similaire, elle est caduque. Elle n'existe pas parce que c'est vraiment la loi provinciale qui a préséance. Et là, ça crée des enjeux à travers le temps. D'ailleurs, l'Union des municipalités du Québec nous a parlé qu'il y avait vraiment eu des poursuites judiciaires. On nous a donné des exemples. Et donc, ici, le projet de loi propose donc de changer ça, cet ordre des choses-là, et de permettre aux deux lois, aux deux réglementations, en fait, provinciales et municipales, de pouvoir coexister. Le ministre, quand même, se laisse des avenues là, pour dire non dans certains domaines. D'ailleurs, dans le projet de loi 41, sur lequel j'étais, qui était sur l'efficacité énergétique des bâtiments, le ministre est venu dire, ben non, là, ça, là-dessus, on va le garder pour nous. On va permettre aux municipalités, sur approbation du ministre, de faire certaines réglementations. Donc, là, c'est une conciliabilité partielle, je dirais. Mais sur plein d'éléments, ça pourrait être utile. On nous dit d'ailleurs que, notamment, là, les règlements
sur les eaux usées avait été contesté en cours, et ça, c'était un grand enjeu parce qu'il y avait vraiment des besoins d'avoir des réglementations. Par contre, les groupes qui nous ont mentionné qu'ils étaient contre, bien, en fait, ils nous parlent toujours du même risque, c'est le fait qu'il va y avoir une complexification de l'environnement réglementaire. On nous dit finalement que bien, quand c'est des règles différentes d'une municipalité à l'autre, c'est difficile de savoir à quoi s'en tenir. Et surtout, bien, c'est ça, ça amène une certaine incohérence. Et ils nous ont souligné qu'ils n'ont pas tort, les élus municipaux font face à beaucoup plus de pression locale. Vous êtes un ancien élu municipal, moi aussi, on le sait, quand il y a quelque chose qui ne fait pas l'affaire dans un quartier, les citoyens sont très vocaux et viennent nous voir au conseil municipal quand on est un élu municipal. C'est moins le cas ici, il faut se le dire, là, il y a une certaine distance. Donc, ils nous disent peut-être que les élus provinciaux seraient mieux outillés pour adopter des lois en environnement, mais il y a quand même des réalités et les municipalités ont besoin d'une certaine latitude. Par contre, quand on pense au monde agricole, là, c'est particulier. Il y a un risque réel, puis on en a discuté avec le ministre, notamment l'enjeu des pesticides. Les municipalités, avec ce changement-là dans la loi, les municipalités pourraient adopter des règlements sur les pesticides en milieu agricole. Le ministre nous a dit non, mais ils ne voudront pas faire ça. Oui. Ils ne voudront pas, mais ils vont pouvoir le faire. Il suffit qu'il y en ait un qui le fasse, que là, on cause vraiment des enjeux majeurs. Nos agriculteurs sont sous pression et ils ont une réalité qui est différente des milieux urbains. Et donc, on se questionne à l'effet qu'il faudrait peut-être justement avoir une exception pour le monde agricole, notamment pour cette conciliabilité-là que le ministre veut proposer. Et l'autre questionnement, c'est aussi, puis ça a été proposé par différents groupes, est-ce qu'on devrait le laisser au niveau de la municipalité ou plutôt au niveau de la MRC? Et là, bien, la municipalité régionale de comté, puis là, bien, ça éloignerait un petit peu la pression des élus municipaux. Donc ça c'est un élément qui a été mentionné, qui est intéressant par rapport à la conciliabilité. On l'analyse, on le regarde, la question de la municipalité, de la MRC, pardon. La question des matières résiduelles, ça c'est le bloc 5, a été traité dans le projet de loi, est traité dans le projet de loi. On a discuté justement avec les constructeurs mondiaux automobiles. Il a été question de la question des batteries, pas de véhicules électriques. Présentement, il n'y a pas de responsabilité élargie des producteurs, mais dans le projet de loi, le ministre se donnerait le pouvoir de créer d'autres responsabilités élargies des producteurs, là, les REP qu'on appelle. Mais il y a une inquiétude de l'industrie qui disent on s'en occupe déjà, c'est peut-être pas nécessaire si vous mettez les mains dedans. Possible que ça va complexifier les choses. Et en effet, de façon générale, quand le gouvernement de la CAQ se met dans un dossier, il ne simplifie pas les choses. Alors, il faudra le regarder si c'est vraiment nécessaire, cette RAP-là. Et il y a eu le groupe, justement, spécialiste des déchets. Le Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets nous a mentionné qu'il fallait faire attention, parce que le ministre a parlé de tout ce qui était les plastiques à usage unique. Eux nous disent, certes, mais faites attention parce que les alternatives, souvent, ne sont pas les meilleures. Et il faut donc faire attention à nécessairement interdire quelque chose si ce qu'on va utiliser pour le remplacer est pire pour l'environnement, c'est pas mieux. Et ça, je fais référence notamment aux PFAS qui ont été utilisés beaucoup dans les contenants, notamment quand certains ont interdit les contenants à usage en plastique. Bien là, c'est devenu comme du carton, mais avec un film, une petite pellicule de PFAS ultra cancérigène. On n'est pas gagnant. Peut-être qu'on aurait été mieux avec le plastique. Donc il faut vraiment faire attention à ça.
Éco-entreprise Québec qui est venu nous parler, ça c'est intéressant. Eux nous ont dit, eux aussi ils ont des craintes pour la conciliabilité avec les municipalités. Ils ont peur que finalement les villes pourraient mettre des normes différentes d'une ville à l'autre, puis là ça augmenterait leurs coûts. Ou ça pourrait empêcher certaines collectes, parce qu'ils pensent que les villes pourraient forcer les collectes à une certaine fréquence, alors que leurs contrats, eux, sont à d'autres fréquences. Ils ont mentionné aussi que pour les véhicules lourds, ils ont des craintes que ça pourrait faire augmenter le coût de la collecte sélective. Il me reste 15 minutes, j'ai 3 blocs à faire. Les milieux humides et hydriques, c'est celui qui me préoccupe le plus dans les blocs restants, Monsieur le Président. La commissaire au développement durable a fait un rapport assez accablant en 2023 sur la gestion des milieux humides et hydriques. En 2018, il y a une loi qui a été adoptée. En fait, c'est en juin 2017 plutôt. Une loi qui a été adoptée par le gouvernement libéral de l'époque, qui devait viser 0 perte nette pour les milieux humides et hydriques. Mais c'est un constat d'échec total, l'application de cette loi-là. Et la vérificatrice générale, ce qu'elle nous a dit, l'enjeu, ce n'est pas la loi, c'est qu'elle n'est pas appliquée. Puis ça, c'est quelque chose que je martèle, Monsieur le Président, depuis bien avant mon élection comme député. Et c'est vraiment un enjeu. Et là, on nous dit qu'on change le régime des milieux humides et hydriques dans cette loi-là, que c'est bien, on veut faire ça pour, en fait, corriger les erreurs, mais dans les faits, les groupes nous disent ça ne corrigera rien du tout, du tout. En fait, on perpétue, là, il y a même un groupe qui a écrit « on perpétue les lacunes ». Donc, on ne corrige pas, il faut juste l'appliquer, cette loi-là. Ça, ils nous l'ont dit. La Fédération québécoise des municipalités s'est intéressée beaucoup à cette portion-là du projet de loi. Ils nous ont dit qu'ils sont en profond désaccord avec les modifications envisagées et l'approche qu'elle sous-tend. Parce qu'un des éléments du projet de loi, c'est qu'il y a des compensations financières qui sont versées pour la destruction. Mais dans les faits, on est dans une séquence éviter, réduire au minimum les impacts ou compenser financièrement. Le ministre, lui, s'en va toujours à la troisième, compenser financièrement. Alors, tout le monde nous dit qu'il faut commencer par éviter. Ça, c'est la première étape. Mais bon, compensation financière, ça s'en va dans un fonds. Dans chacune des régions, chacune des MRC ont un fonds. Mais là, le projet de loi propose que 15 % de ce fonds-là puisse aller ailleurs, n'importe où, au Québec. Mais là, les groupes nous disent non, mais c'est parce qu'il faut que ça soit là où les dommages ont été causés. Ça ne nous donne rien d'aller remplacer un milieu humide en Abitibi pour un milieu humide qui a été détruit à Québec ou à Laval. Ça n'aura pas son effet. Quand le projet de loi a été adopté, à l'époque, c'était 0 perte nette. Pourquoi il a été adopté, ce projet de loi-là? On avait eu des inondations majeures en 2017. Et c'était à la suite de ça. Il y en a eu encore en 2019. Et d'ailleurs, on nous rappelle que c'est assez ironique que le ministre autorise des destructions à des endroits où, au même moment, on tente d'implanter des infrastructures vertes pour réduire les risques aux inondations. Fait que d'un côté, on met de l'argent pour réduire les risques d'inondation, puis de l'autre côté, on détruit des milieux humides dont la fonction était justement de réduire les risques d'inondation. Donc, on ne s'aide pas avec ça. Et clairement, là, on n'atteint pas les objectifs avec le projet de loi. L'Union des municipalités du Québec nous a dit qu'il y a des enjeux, il y a des obstacles quand on tente de faire des demandes au programme de restauration, de création des milieux humides et hydriques. Alors, quand le ministre dit bien l'argent n'est pas utilisé, fait qu'à cause de ça, on va permettre que l'argent aille ailleurs, bien, les groupes nous disent le problème, c'est qu'il y a un problème avec le programme lui-même, l'accès au programme. Et d'autres villes, la ville de Laval nous en a parlé, il y a des montants maximaux admissibles qui sont trop bas. La FQM nous a rappelé qu'il y a eu des plans régionaux pour les milieux humides et hydriques qui ont été faits par les MRC, qui n'ont toujours pas été approuvés
par le ministère de l'Environnement. Donc, d'aller dire « Ah, vous n'utilisez pas les sommes? » Bien oui, mais donnez-nous les outils, approuvez nos plans. Donc, il y a vraiment des enjeux majeurs, mais on ne corrige pas les bonnes choses. Juste donner un exemple, puis ça me touche particulièrement parce qu'on parle de Laval. Le mémoire de la Ville de Laval nous dit « En 2017 et 2022, on a amputé 21 hectares de milieux humides et hydriques. » Puis on pense qu'avec ce qui s'en vient comme future demande, il y en aura 11 hectares supplémentaires. Mais fait que là, on est rendu à 32 hectares de possiblement détruits. Mais il y a juste la restauration de 15 hectares qui a été identifiée pour l'instant. Ça, c'est d'ici 2032. Et actuellement, on nous dit, bien, c'est ça, si l'argent va ailleurs, bien, ils ne pourront pas réaliser tous ces projets-là qu'ils ont déjà identifiés. Mais dans tous les cas, on est loin du zéro perte nette qui était visé avec ce projet de loi-là. Et c'est pourquoi tous les groupes nous disent, là, il serait temps que le ministre applique la loi. Canard illimité nous en a parlé. Là, je passe parce qu'il y a d'autres points que je veux mentionner. Il y a énormément le regroupement des organismes de bassins versants du Québec aussi. On fait un plaidoyer parce que c'est essentiel. Les milieux humides jouent un rôle essentiel dans la régulation des bassins versants. Et eux nous ont suggéré, à l'instar de Canard illimité, de créer une banque de projets de restauration pour faciliter, dans le fond, accélérer les projets. Et ça, je trouvais que c'était une formule vraiment intéressante. Si on identifie des terrains, des milieux humides à restaurer déjà, bien, quand les promoteurs vont arriver et vont faire une nouvelle demande, bien, ils pourraient, on dirait, bien, au lieu de payer une compensation financière, on va faire ce projet-là. Et ça va, au moins là, vraiment, on va être dans le zéro perte nette. L'Association des biologistes, toujours pour l'article sur les milieux humides et hydriques, nous ont fait part que le projet de loi il propose d'ouvrir, dans le fond, les études de caractérisation des milieux naturels, que ça puisse être signé par une liste de professionnels plus grande qu'actuellement, parce qu'actuellement, c'est limité aux biologistes. Mais l'enjeu qui nous font part, c'est que la connaissance approfondie de l'écologie et de la biologie des espèces et de l'évaluation des fonctions écologiques, c'est des connaissances indispensables à une caractérisation et une évaluation rigoureuse des milieux humides et hydriques. Ils disent, les autres professionnels, ils ont une certaine connaissance, certainement, mais ils n'ont pas ces connaissances fines-là de ce que ça prend pour faire ce genre de caractérisation. Et donc, ça pourrait nuire à la conservation de la biodiversité, à la gestion des habitats et, ultimement, à la prise de décision éclairée. Et ça, je vous dis, ça résonne très fort chez moi. On parlait tout à l'heure, la députée d'Argenteuil mentionnait, on se base sur la science. Bien, ce sont des scientifiques et ce sont ceux qui connaissent le mieux cette science-là, la science des milieux humides. Donc, de changer ça, ça pourrait être un problème et un recul important. Au niveau, il me reste 2 blocs, M. le Président. Au niveau des espèces floristiques et de la faune, il y a aussi des enjeux. On constate... Ah oui, excusez-moi, il faut absolument que je revienne milieu humide et hydrique. Il y a un chiffre ici que je dois dire. Je viens de voir dans le mémoire de la Société de la nature SNAP, la SNAP. La destruction, tout à l'heure, je vous ai parlé de Laval, mais la destruction au Québec de milieux humides et hydriques qui a été autorisée, c'est presque 15 millions de mètres carrés. C'est énorme. Mais dans les faits, il y a même à peine 1 million qui a été restauré, qui ont été compensés avec des travaux de restauration. Là, on est dans un déficit assez immense. Là. On est dans les 10 millions de mètres carrés de milieux humides qui ont été perdus au Québec, au total. Donc, maintenant, espèces floristiques, ce que je voulais vous mentionner. Donc, on se pose la question, puis ça, c'est des groupes qui nous ont dit ça, dans le projet de loi, on ouvre la porte à ce qu'on puisse compenser financièrement la destruction d'espèces floristiques, ce qui n'était pas le cas. Et on l'a vu avec les milieux humides hydriques. Actuellement, on est dans des pertes. La destruction est vraiment gigantesque. Et là, on va amener le même système qui ne marche pas pour les milieux humides et hydriques, on veut l'amener pour les espèces floristiques. Je ne sais pas quel est l'objectif, mais clairement, on le sait d'avance, ça ne marchera pas.
Et on va en perdre. On va en perdre alors qu'on a signé des ententes de biodiversité, on a reçu la COP sur la biodiversité chez nous en 2022. Le ministre était bien fier d'assister à tous ces ateliers-là, de signer l'accord Coming-Montréal, mais il arrive avec ça, alors que, on le sait, là, les espèces floristiques sont essentielles pour le maintien de la biodiversité. Et il y a aussi rien sur les habitats de ces espèces-là. Les groupes pensaient qu'il y aurait une réforme un peu plus en profondeur, mais dans les faits, pour les espèces à statut précaire, il n'y a rien. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on désigne une espèce, on essaie de s'assurer qu'elle soit déplacée, mais son habitat, lui, il n'y a aucune considération. Et on le sait, le consensus scientifique est assez important, qu'une fois un habitat détruit, bien c'est très rare que l'espèce peut survivre. Elle n'y retournera pas, elle n'ira pas ailleurs, ça c'est clair. Et l'autre élément qui nous soulève, c'est, il se demande pourquoi, comment on peut justifier que la protection des espèces fauniques en situation précaire ne soit pas tenue au même standard que les espèces floristiques, parce que oui, M. le Président, il n'y a à peu près rien pour la faune dans ce projet-là. On prend mieux soin des fleurs, des plantes, que de notre faune dans le projet de loi. Voilà. Et le dernier bloc, je vais réussir à y arriver. Le dernier bloc, attendez, je veux juste voir quelque chose. OK, bon, voilà. Ce que je vous disais, là, il y a un consensus clair, c'est ça, je voulais vous lire ça. Il y a un consensus scientifique clair à l'effet qu'il est inconciliable avec la conservation effective d'une espèce menacée ou vulnérable de déplacer les individus de l'espèce en vue d'autoriser un projet qui engendre la destruction de son habitat naturel d'origine. Et ça vient du Centre québécois du droit de l'environnement. Donc, j'arrivais, je vous disais, au dernier bloc, qui est les mesures de contrôle environnemental. Dans les faits, cette portion-là du projet de loi n'a pas entraîné beaucoup de commentaires. Il y a eu un rehaussement des amendes qui a été salué. Les groupes, semble-t-il en tout cas que ça ne semble pas avoir vraiment généré beaucoup, disons, d'émotions comme les autres sections, comme je vous disais. Mais par contre, on nous a souligné qu'il faudrait faire un meilleur contrôle et suivi des sols contaminés. Ça, c'est le CETEC qui nous avait parlé de ça. Et ça, c'est un enjeu assez majeur. On l'a vu, ce qui s'est passé dans les dernières années. Les sols contaminés, malheureusement, il y a très peu de contrôle. Il y a eu des opérations un peu médiatiques qui ont été faites dans une réserve proche d'Oka, notamment, et c'était nécessaire. Et je félicite le gouvernement d'avoir agi, mais vraiment trop tard, malheureusement, parce que des déversements dans ce secteur-là, il y en avait depuis des années. Le maire d'Oka l'avait souligné depuis très longtemps, avait appelé le ministère, la SQ, sans qu'il ne se passe rien pendant des mois, des années. Et donc, c'est un enjeu majeur. Et donc, on devrait profiter du projet de loi pour peut-être faire un suivi plus serré de ça. Et on nous a mis la puce à l'oreille de regarder aussi la question de la période de validité d'une autorisation de prélèvement d'eau. Il y a un enjeu et pas plus tard qu'aujourd'hui, notre chef de l'opposition officielle rencontrait le promoteur Olivier Primo, si je ne me trompe pas, ancien propriétaire du Beach Club, mais qui est aussi devenu propriétaire d'une immense prise d'eau et qui est préoccupé par ça. Et avec ce qui se passe au sud de la frontière, Monsieur le Président, je vous dirais qu'on doit être préoccupé par notre eau et s'assurer qu'on ne puisse pas se l'approprier sans contrôle. Je terminerai en vous disant, je vais vous citer le mémoire, oui, je suis dans la dernière minute, j'en vois les gens enthousiastes à l'autre bout. Donc, je terminerai avec une portion du mémoire de la Fédération des travailleurs du Québec, la FTQ,
qui nous ont dit carrément, qui se posent la question de pourquoi on fait ce projet de loi-là. Est-ce vraiment nécessaire? On nous dit, dans le fond, que ça ne semble pas répondre à un réel besoin, qu'on semble vouloir accélérer le développement économique, en prétextant que c'est pour la transition énergétique et la décarbonation, mais que dans les faits, ça n'a pas rien à voir avec la transition énergétique, puisque le gouvernement tend à ajouter à l'offre énergétique actuelle sans faire de réelle transition de ce qui reste d'énergie fossile au Québec, tel que le gaz naturel. Je dois leur dire, je partage leur opinion et le projet de loi 69 nous a permis d'en parler en consultation. Donc, pour moi, Monsieur le Président, c'est clair que ce projet de loi-là crée beaucoup plus de problèmes qu'il n'en règle et pour ça, on va voter contre. Merci. Merci.